Et puis le numérique arrive aujourd'hui, et là, on a une rupture qui est radicale et qui est beaucoup plus difficile à négocier pour le droit d'auteur, parce que quand on parle de numérique, cette combinaison des ordinateurs, d'Internet, on arrive à une situation où la copie devient absolument omniprésente et universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'accéder à une œuvre indépendamment d'une copie de cette œuvre. Quand je lis un livre, il n'y a pas de copie. Le fait de regarder ce livre n'entraîne pas juridiquement de reproduction. Donc le droit d'auteur ne se déclenche pas. La lecture d'un livre est un acte qui est juridiquement, si vous voulez, hors sol, quoi. Il n'y a pas d'atteinte possible sur cet acte. Quand on est dans une pièce de théâtre, il n'y a pas de copie, mais là le droit d'auteur intervient parce qu'à travers une notion qui s'appelle la représentation. Mais avec la diffusion sur Internet, aucun acte n'échappe à la copie. Là, ce que je suis en train de faire en ce moment, je vous fais une diffusion de ce PowerPoint, mais il y a une copie qui est bien sur ce support, et mon support est tout à fait saisi par le droit d'auteur, et je ne vous cache pas que ça a été un très gros casse-tête de l'illustrer avec des images, parce que il faut que je trouve des images réutilisables pour faire mes supports, et c'est tout un parcours du combattant de le faire, parce que là on est tout à fait dans un cadre où le droit d'auteur s'applique, voilà, et j'essaie de ne pas trop le violer, même si tout n'est pas complètement d'équerre dans ce support, mais il y a cette image-là, j'ai le droit de vous la montrer parce qu'elle est sous licence libre. Et donc cette omniprésence de la copie crée aussi une culture de la copie, une véritable culture de la copie, et on retombe dans ces âges précédents où la création était indissociable de la copie. Et c'est ça qui à mon avis, est le phénomène important. On a toutes ces pratiques de copie transformative, où on copie un élément pour se le réapproprier, le modifier légèrement, l'adapter, le transformer et en faire autre chose. Et en général, ça donne une sorte de sous-culture, ou de culture qui est assez intéressante dans ses développements, qui a un potentiel critique et caustique fort. Donc là, vous avez des détournements de logos de Coca-Cola, les fameuses couvertures de Martine, qui ont entraîné une réaction en justice de l'éditeur, qui a fait supprimer, par exemple, l'éditeur automatique de couverture de Martine qui existait. Bon, il y en a plein d'autres qui existent encore, mais ils ont réagi. Et puis, ça touche aussi, je trouve, c'est là où on tombe dans la copie comme moyen d'autodéfense aussi, parce que c'est symbolique. Quand on a des images politiques qui nous sont assénées comme ça, la réappropriation par le remix permet de les détourner et de s'échapper d'une certaine forme de matraquage ou de communication politique qui parfois peut être envahissante. Et on est, comme le dit André Guntert, qui est une personne qui s'intéresse au statut de l'image à l'ère numérique, on est à l'ère de l'appropriabilité numérique de l'image. Et ça, c'est un élément qui est très important. Deuxième affaire de contrefaçon en ligne qui a été jugée concernait, vous savez, les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Donc Raymond Queneau crée cette œuvre avec, il y a 10 sonnets à la base, dont on peut intervertir les vers, les mélanger, et ça donne 100 000 milliards de poèmes potentiels. Il y a cette très belle édition chez Gallimard qui permet de faire fonctionner le principe. Et quelqu'un s'était dit, je transposais en numérique, il avait fait une base de données avec ces vers, et quand on clique sur le bouton, ça compose à la volée un des poèmes possibles dans les 100 000 milliards de poèmes. Et les ayants droit de Queneau, de Raymond Queneau, ont attaqué pour contrefaçon du droit d'auteur. Et là, vous voyez, les juges ont très vite considéré, tout simplement, que c'était bien une œuvre qui avait été numérisée, que ça constituait une reproduction de cette œuvre, qui constitue, tant que l'œuvre est originale, nécessite une autorisation préalable de l'auteur, et ils ont considéré que c'était une contrefaçon. Et dès que, si vous voulez, du point de vue du langage, ils ont réussi à plaquer ces mots-là sur ces actes, c'est comme si on avait mis le pied dans tout le code de propriété intellectuelle, et tout le code s'est transposé à Internet. Et c'est très très ironique que ce soit fait avec les 100 000 milliards de poèmes, parce que Queneau avait lui-même une réflexion très poussé sur qu'est-ce que c'est qu'être auteur d'une œuvre, parce que Queneau savait très bien qu'il n'était pas auteur de tous les 100 000 milliards de poèmes. Lui, il a créé les 10 premiers, et il y a quelque chose d'automatique et qui se crée, et c'est presque plus le lecteur
qui crée la suite des 10 poèmes que voilà. Donc c'est assez ironique que ce soit cette œuvre-là qui ait permis aux droits d'auteur français de mettre le pied sur Internet. Alors tout ça crée une situation qui est complètement explosive pour le droit d'auteur, et je vais vous donner un exemple qui vous montre à quel point c'est le cas. C'est un exemple que j'aime bien prendre. Cette photo, en fait, elle a été prise par un photographe américain qui s'appelle Noam Gallet, qui a pris une série d'autoportraits de lui en train de crier comme ça, et qui les a postés sur une plateforme qui s'appelle Flickr, plateforme de partage de photographies, en mettant un copyright. C'est-à-dire qu'il a mis copyright all right reserved, ça veut dire aucune copie n'est possible sans mon autorisation. Et quelques temps plus tard, il a fait ça en 2006, et 1 an et demi ou 2 ans plus tard, il y a une de ses collègues de travail qui est venue le voir, et qui lui a dit ah, j'ai vu une de tes photos, j'ai vu ta tête sur un t-shirt. Ah, j'ai trouvé ça super, je savais pas que tu faisais des t-shirts. Et lui, il a répondu, mais moi je fais pas de t-shirt. Qu'est-ce que c'est? Et il a commencé à regarder, et il a utilisé, vous savez, un moteur de recherche inversée d'images qui s'appelle TinEye, et il a chargé son image, et il s'est rendu compte qu'en fait cette image, sans qu'il le sache, a eu un effet de propagation complètement explosif sur Internet. Alors pourquoi cette image-là, on ne sait pas trop, hein. C'est peut-être son potentiel évocateur, voilà. Mais en tout cas, il y a des tas de gens qui ont vu cette image et qui se la sont appropriés, à tel point que sa tête, maintenant, est sur des graffitis, sur le mur qui sépare Israël et la Palestine, elle est sur des jeux de cartes, elle a été sur des planches de skate, elle a été reprise des tas de fois dans la presse, elle fait des couvertures de livres, des flyers... voilà. Et donc lui, il a eu un choc parce que bon, déjà c'était sa création, c'est son visage hein, quand même, donc il y a aussi une question de droit à l'image qui se pose. Et il a été assez désemparé. Et donc en fait, il y a des centaines de reprises de cette image, et il y a qu'un seul éditeur qui lui a demandé une autorisation. En fait. Donc voilà. Et alors sa réaction pour réagir à ce phénomène, ça a été de faire un site internet qui s'appelle Scream Everywhere, où lui, il recense toutes les réutilisations, et il en a fait une espèce de collection qui devient une sorte de méta-œuvre à partir de tous les réutilisations, et il explique que pour lui, psychologiquement, ça a été important pour se réapproprier ce qui, quelque part, lui avait échappé. Et il n'a pas engagé de poursuite devant les tribunaux, parce que bon, de toute façon, c'était assez complexe de réagir. Et donc j'avais trouvé que c'était un cas intéressant qui vous montre à la fois la puissance de la dissémination du web, une certaine forme de misère du droit, parce que le droit est un peu impuissant devant la puissance de dispersion des images. Et la question c'est, est-ce que c'est la mort de la création? Ça se discute, parce que évidemment ce photographe a pas eu de retour financier vraiment sur son œuvre, mais il est clair qu'il a produit de manière dérivée des centaines et des centaines de créations à partir de la sienne. Et alors du coup maintenant sur son site il vend des produits dérivés, il a dit bon puisque c'est comme ça allons-y, et il vend des tapis de souris, il vend il va très loin, il vend des mugs, et il vend même j'avais vu des petits pullovers pour chiens. Donc il s'est dit, il est tombé dans un truc warholien où il s'est dit bah allons-y, hein, si on reproduit, allons jusqu'au bout. Alors, il faut voir aussi que le numérique entraîne une chose dont on n'a pas vraiment conscience, et dont on verra bien d'ailleurs tout à l'heure en faisant la copie partie, c'est qu'il y a des tas d'actes qui sont parfaitement légaux dans l'environnement physique, qui deviennent illégaux quand ils se transposent en numérique. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique qui s'appelle le book crossing. J'ai un livre, je l'achète, et on ne se rend pas compte le nombre de libertés très simples qui sont attachées à la possession de ce livre. C'est-à-dire que je ne peux pas le copier, parce que là je tombe sous le coup de droit d'auteur, mais je peux le donner, le prêter, je peux même le revendre. Ça, c'est absolument légal. Le droit d'auteur ne contrôle pas ce type d'acte, ça s'appelle la théorie de l'épuisement des droits, qui fait qu'une fois qu'il y a eu une première vente, il y a un certain nombre d'actions qui deviennent possibles sans restriction. Et donc ça permet aussi des formes d'échange qui s'appellent le book crossing. J'abandonne mon livre à un endroit pour qu'un inconnu puisse un jour s'en saisir. Et ça s'est organisé, hein, on trouve ce phénomène qui se développe beaucoup aux États-Unis et au Canada. Ça s'appelle les Little Free Library. Les gens, devant chez eux, plantent une petite cabane en bois sur un poteau dans laquelle ils entreposent leurs livres.
Et le principe, c'est que vous pouvez venir vous servir, à condition de remettre des livres de temps en temps. Voilà, il y a une forme de règle du jeu qui s'est installée. Et dans certaines villes au Canada, notamment à Toronto, je l'ai vu aussi à Montréal, ça devient un phénomène qui n'est pas complètement anodin en termes de circulation des ouvrages. Bon, vous prenez ces mêmes gestes, vous les transposez dans le numérique. Qu'est-ce que ça devient ? Ben, le fait de mettre, se créer une petite boîte et de charger des fichiers de livres numériques pour que des gens viennent les partager, ça s'appelle du peer-to-peer. Et c'est exactement le genre de choses pour lesquelles The Pirate Bay est tombé en Suède. Donc ça devient typiquement ce qui est le plus stigmatisé et le plus illégal. Et vous avez des pratiques maintenant numériques qui consistent par exemple à afficher des clés USB dans les murs pour, ça s'appelle des dead drops, pour laisser des fichiers et éventuellement que des gens viennent s'y connecter pour les récupérer. Ben ça, si vous y mettez des fichiers protégés, c'est violemment illégal. De la même manière que vous avez cet objet qui s'appelle une Pirate Box, qui est en fait une petite boîte qui crée son propre réseau Wi-Fi autour d'elle, par laquelle vous pouvez vous connecter avec un téléphone portable, un ordinateur. Ça aussi, c'est déconnecté d'Internet, hein. C'est complètement invisible pour l'Adopi, et ça vous permet de faire des échanges de fichiers. Et si vous y mettez des ouvrages, mais du point de vue du geste, c'est le même que de donner un livre, si vous voulez. Donc l'acte de donner, qu'il soit en physique ou en numérique, il change complètement de signification juridique. Alors la solution qui a été envisagée pour essayer de rétablir un équilibre dans tout ce paysage, depuis 1996, c'est celle d'essayer de contrôler la copie par ce qu'on appelle des DRM, qui sont des mesures techniques de protection, Digital Right Management, qui permettent d'empêcher les copies ou de les contrôler, de contrôler le nombre de copies, la manière dont on les fait, le type d'appareil sur lequel on peut lire les copies. Et c'est le système que le droit a essayé de mettre en place pour redonner un sens au droit d'auteur dans l'environnement numérique. Et ça s'est propagé dans les législations aux États-Unis, dans les directives européennes, et y compris dans notre droit français depuis 2006, dans une loi qui s'appelait la loi d'AFSI. Et voilà. Donc, on a cette idée que moi je considère un peu comme une sorte de Deus ex machina, c'est-à-dire que on a considéré qu'on avait un problème technique, problème avec la machine, on allait le résoudre par la machine, par la technique. Et alors, les idées de ces lois, c'est de dire que si vous faites sauter un DRM, vous commettez un délit supplémentaire par rapport à la contrefaçon, qui va être lui aussi puni. Donc les DRM, on ne peut pas les faire sauter. C'est un nouveau délit par rapport à la contrefaçon que la loi punit. Le problème, c'est que cette logique, si vous voulez, d'empêcher la copie peut conduire à des dérapages qui sont assez inquiétants et qui le deviennent avec le temps de plus en plus. On a eu ce fameux cas, en fait, en 2009, où Amazon avait supprimé à distance tous les exemplaires de 1984 de George Orwell, c'était extrêmement bien choisi, qui avaient été légitimement achetés par les utilisateurs, parce que en fait, ils avaient eu un problème de droit, et donc tous ces livres qui avaient été légitimement achetés ont disparu des Kindle de leurs possesseurs. Et ils ont refait ça en 2012 avec une personne en Finlande. Et alors là, beaucoup de gens ont dit, transposons ça en physique. Vous achetez un livre, l'éditeur n'avait pas les droits, vous l'achetez légitimement. Pour venir vous le reprendre chez vous, il n'y a aucun moyen légal de le faire. C'est-à-dire que même si le livre est condamné comme étant illégal, une fois que vous l'avez acheté, vous le gardez chez vous, il n'y a aucun moyen légal de forcer votre domicile, d'aller sur votre bibliothèque et de vous prendre l'exemplaire. Il n'y en a aucun. Là, Amazon, en dehors de toute procédure judiciaire, a simplement appuyé sur un bouton et il a fait disparaître tous les livres des Kindle. Voilà. On a d'autres exemples de cette logique-là, des DRM. C'est Olivier Archaid là, qui est dans le fond. Et lui, il traduit DRM en disant que c'est un droit de regard de la machine. Et c'est assez vrai, hein, et ça peut aller très loin. Récemment, vous savez, la console Kinect, celle qui vous permet, comme la Wii, vous savez, de jouer en bougeant devant la machine, a une caméra qui vous regarde. Et donc Microsoft s'est dit, mais en fait, on pourrait utiliser cette caméra pour compter le nombre de personnes qui regardent la télé. Et comme ça, on pourrait faire des produits ou des modèles économiques où on donnerait un nombre
de visionnage par personne qui regarde effectivement un film. Et donc de cette façon-là, ils peuvent savoir combien de gens sont assis sur un canapé, et si vous regardez le film avec tout seul, ou avec un ami, avec votre femme, et ils vous compteraient en fait un visionnage effectif. Mais pour ça, ils sont obligés de voir dans votre maison. Et là, récemment, le dernier gros fiasco des DRM, parce que ça produit aussi ça, c'est, vous savez, la semaine dernière, SimCity s'est lancé. Et là, le système de DRM qui a été choisi, c'est de vous obliger à jouer de manière connectée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas jouer au nouveau SimCity si vous n'avez pas une connexion Internet qui vous relie à la plateforme. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas mesuré le succès qu'ils allaient avoir, et la plateforme est instantanément tombée au lancement. Ce qui fait que tous les gens qui ont acheté le jeu n'ont pas pu, effectivement, le jouer. Donc vous voyez, cette logique du DRM, elle est assez problématique. Et alors, on tend maintenant vers une tendance, qui est l'idée qu'il faudrait supprimer toute possibilité de copie des contenus culturels. Parce que c'est la copie qui pose problème. Et là, il y a un concept qui est assez intéressant, qui a aussi été développé par Olivier Hershey sur son blog Affordance, qui est celui de la copie. Et il nous dit... La copie, ce serait alors l'antonyme de la copie, un terme désignant la mystification visant à abolir au travers d'un transfert des opérations de stockage et d'hébergement liées à la dématérialisation d'un bien, la possibilité de la jouissance du dit bien, et ce, dans son caractère transmissible, en abolissant toute possibilité d'utilisation ou de réutilisation réellement privative. Et là, on voit se mettre en place des dispositifs techniques qui, tous combinés, c'est vrai, tendent à nous empêcher toute possibilité réelle de copie. Vous avez ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire cette idée qu'on n'aurait plus besoin de stockage physique dans nos ordinateurs, dans nos clés USB, dans nos téléphones, et où tous nos contenus culturels pourraient être stockés en ligne sur les serveurs qui peuvent être ceux d'Amazon, de Google, d'Apple, et qui suppriment la nécessité pour nous de télécharger finalement réellement et d'avoir la possession des fichiers sur nos machines. Vous avez tout ce qui est téléphone portable, tablette, qui peuvent devenir ce qu'on appelle des jardins clos, vous savez, Hortus conclusus, le jardin clos, dans lequel vous pouvez avoir des contenus, mais quand vous avez une tablette Apple, pour faire sortir ces contenus de la tablette, c'est assez complexe. Et même des techniques comme le streaming, qui permettent de visionner des contenus sans avoir à les copier et à les télécharger, ont aussi cette utilité-là, c'est-à-dire de supprimer la copie. Donc on tend, et là encore récemment, Apple, la semaine dernière, déposait un nouveau brevet pour rendre les vidéos réellement incopiables. Donc vous voyez, on tend vers une idée qu'on supprimerait la copie. Alors supprimer la copie, ça pose une vraie question par rapport à notre rapport à la culture, si vous voulez. Parce que l'acte de copie, il a un rôle fondamental dans l'appropriation du contenu. Vous vous souvenez qu'à l'école, vous avez passé un temps considérable à copier, recopier. La copie est indissociable de la pédagogie, par exemple. Mais si vous regardez bien, elle est indissociable de toute forme d'accès et de jouissance des biens culturels. C'est André Gunther qui disait « L'appropriation est le ressort fondamental sur lequel repose l'assimilation de la culture, formée par l'ensemble des pratiques et des biens reconnus par un groupe comme constitutif de son identité. Elle fournit depuis des temps immémoriaux la clé de la viralité des cultures, leur mécanisme de reproduction. » Et cette appropriation, elle passe par le fait de pouvoir copier, mais aussi interagir avec le contenu. Donc supprimer l'idée même qu'il puisse y avoir une copie, c'est aller vers une autre conception de la culture elle-même. Et on ne se rend pas compte aussi de ce que ça veut dire par rapport au fait que notre culture, de plus en plus, tombe dans des flux. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus avec Internet, dans un mode de transmission des contenus en flux. On est constamment baigné avec les réseaux sociaux, avec nos flux RSS, dans de la culture qui passe devant nous. Et là, c'est un autre bibliothécaire qui s'appelle Sylvain Mercier qui disait que pour lui, l'acte de copier, c'est le fait de cueillir une pomme, si vous voulez. On a besoin de copier un contenu pour le détacher du flux et l'emporter dans un espace où on va pouvoir en profiter, y compris parfois en étant déconnecté, pour pouvoir vraiment s'y plonger et le lire. Et je ne sais pas si vous connaissez des
des dispositifs, par exemple, comme il y a des applications comme Pocket. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une petite application sur téléphone portable. Quand vous avez un article que vous repérez intéressant, vous appuyez sur un bouton. Elle copie seulement le texte et elle vous le met dans votre téléphone et vous pouvez le lire, y compris hors connexion. Et ce geste, si vous voulez, ce simple geste qu'on retrouve dans des systèmes comme Spotify, Deezer, voilà, il a une valeur importante dans cette culture des flux. Parce que c'est le moment où vous pouvez vous poser, lire tranquillement, en étant déconnecté de ces éléments. C'est un élément de stabilité, si vous voulez, qui a un rôle cognitif important. La copie, c'est quelque chose de biface, si vous voulez. Il y a un côté sombre de la copie, où on va vous dire que la copie, c'est tricher ou voler. Il y a un côté qui est plus clair, qui est celui d'aimer, de partager ou de créer dans cet acte. Dans notre culture, on pense très fortement que la copie peut être assimilable à une forme de tricherie. J'avais beaucoup aimé cette image où on voit quelqu'un qui vient qui vient d'être diplômé et qui dit « Je voudrais remercier Google, Wikipédia et le copier-coller ». Et c'est vrai que c'est une question qui devient de plus en plus tendue, la question du plagiat à l'école ou à l'université. Vous savez qu'il y a beaucoup de cas de thèses qui s'avèrent être des plagiats ou de mémoires. Il y a toute la question du rapport des élèves eux-mêmes à la copie et au contenu qu'ils peuvent trouver en ligne, qui peut être assez problématique. Et c'est vrai que là, dans la question du plagiat, on a quelque chose qui dépasse le droit, qui est de l'ordre de la morale, qui est le fait de se dire, est-ce que c'est moralement répréhensible de ne pas citer ses sources, d'emprunter des idées, de copier des passages en s'affirmant comme auteur de quelque chose qu'on n'a pas créé. On a quelque chose de cet ordre. Et bon, le plagiat, c'est une question qui devient un peu omniprésente. On a eu des cas assez célèbres. On a eu PPDA et la biographie d'Hemingway. Vous avez toute l'affaire Massé-Scarron, ce journaliste qui a fait une carrière dans le plagiat, en fait, quasiment. Ramayadé elle-même, qui avait eu un livre où elle avait fait ce qu'elle appelait des citations libres, ce qui, dans le droit, n'existe pas. Houellebecq, qui dans son roman avait copié des morceaux de Wikipédia, dans le roman qui a eu le prix Goncourt, La carte et le territoire, et qui l'avait caché, et qui s'en est défendu comme une forme de collage artistique, voilà. Dans le monde de la recherche, j'avais noté cette pétition qui s'est lancée sur un site qui s'appelle Archéologie du copier-coller, où il y a quelqu'un qui a fait une pétition pour qu'on ne ferme plus les yeux sur le plagiat dans la recherche et qui essaye d'en repérer, si vous voulez, dans les travaux scientifiques. Et ça peut aller très loin. En Allemagne, vous avez une personne qui en a fait un business et qui est devenu un chasseur de plagiat, qui actuellement est parti en lutte contre la classe politique. C'est qu'en Allemagne, c'est assez important d'être docteur et d'avoir fait une thèse. Et en fait, il a lancé un site sur lequel il mélange à la fois crowdfunding et crowdsourcing, c'est-à-dire que il met à prix la tête d'hommes politiques en leur disant votez, donnez-moi de l'argent, et si on atteint telle somme, moi je lance une enquête pour voir si cet homme politique a vraiment écrit sa thèse. Et ensuite, il incite les gens à lui envoyer des informations pour voir où ils ont repéré des correspondances bizarres entre deux textes. Et récemment, la ministre de l'enseignement, de l'éducation en Allemagne a été obligée de démissionner parce qu'il s'est avéré que sa thèse était un plagiat. Donc vous voyez, là, ça pose des questions qui sont assez sur la copie, qui sont assez tombent dans des excès un peu inverses. Voilà, mais le plagiat, c'est une question compliquée, si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup la personne qui est là, qui s'appelle Nina Paley, qui est une artiste américaine qui est très ancrée dans la culture libre. Et elle, en fait, elle essaye elle ne se place plus sur le terrain du droit d'auteur pour protéger ses créations. Elle a choisi de les libérer complètement, y compris de l'obligation de la citer comme auteur. Et elle dit, en fait, si vous réfléchissez bien, ça n'est pas une question juridique. C'est-à-dire que la régulation d'un phénomène comme le plagiat se fait en fait d'une manière sociale par la stigmatisation et l'accusation de ridicule. Et elle estime même que d'une certaine manière, le fait d'essayer de réguler ça par le droit n'est pas la bonne solution et que ça peut même, au contraire, elle dit favoriser le plagiat. Et c'est vrai que vous verrez tout à l'heure que la question peut se poser. L'autre assimilation qui est souvent faite, c'est celle de la copie et du vol.
Et ça se fait beaucoup avec le piratage. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu au début des DVD ces spots qui vous disent le piratage c'est du vol. Voilà, on vous dit est-ce que vous voleriez un sac, est-ce que vous voleriez une voiture? Alors pourquoi est-ce que vous voleriez un film? Et donc on assimile le piratage à un acte de vol. Et vous avez la Adopi qui avait fait une campagne de publicité en fait qui était entièrement axée sur cette idée que d'assimiler le piratage et du vol. Alors moi c'est une question que je trouve très importante, notamment d'un point de vue juridique, parce qu'en fait juridiquement c'est profondément faux. C'est-à-dire que la contrefaçon est un délit différent du vol. Voilà. Juridiquement, c'est deux choses, deux délits séparés. Et le vol, ça se définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est-à-dire que quelqu'un possède un élément, vous lui volez, il ne l'a plus. Et vous l'avez fait de manière frauduleuse. Ça, c'est un vol. En numérique, la notion de vol n'a pas de sens. C'est-à-dire que quand vous faites une copie, vous n'enlevez pas l'objet à une personne. Au contraire, vous ajoutez un exemplaire supplémentaire de cette même chose. Et j'aime beaucoup cette phrase de Serge Soudopladov qui dit « Quand on partage un bien matériel, il se divise, mais quand on partage un bien... » c'est l'exemple de la pizza, hein, vous partagez une pizza, elle se divise. Mais quand on partage un bien immatériel, il se multiplie. Et donc ça, si vous voulez, ça change complètement la signification de l'acte de copie. Et c'est ce qui a pu faire que dans certains pays comme la Suisse, l'Espagne ou le Portugal, l'acte de téléchargement simple, le download, c'est-à-dire le fait, a été assimilé à un acte de copie privée et n'a pas été condamné en tant que tel. Vous voyez ? Je voudrais juste vous signaler aussi ça que je trouve assez intéressant. Il y a des domaines qui ne peuvent pas être régulés par le droit d'auteur parce que les juges ont considéré que ce n'était pas applicable. Et alors c'est assez surprenant. La haute couture, par exemple, les créations de haute couture ne sont pas considérées comme protégeables par le droit d'auteur. C'est pareil pour la cuisine, les parfums, les tours de magie. En fait, il y a des tas de domaines où des gens ont essayé de revendiquer un droit d'auteur sur ces choses-là, mais les juges leur ont dit non, ça vous êtes en dehors du champ du droit d'auteur. Donc il faut savoir par exemple qu'un cuisinier qui fait ses recettes de cuisine, hein, même un grand cuisinier, il a aucun moyen de protéger sa recette. Donc il ne peut pas empêcher un autre cuisinier de refaire exactement la même recette que lui et de le copier. De la même manière que quelqu'un qui fait de la haute couture ne peut pas empêcher un autre couturier de refaire la même robe. Ce qui peut l'empêcher, c'est de mettre sa marque et de copier sa marque. Mais de refaire la même robe, c'est pas possible. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ces champs-là qui sont pas soumis au droit d'auteur? On constate que ce qui prend le relais, ce sont des codes d'honneur. C'est-à-dire que les cuisiniers, les grands cuisiniers ou les grands couturiers, ils ont des règles professionnelles et des codes d'honneur qui font que on peut copier les autres, on peut s'inspirer, à condition d'améliorer. C'est-à-dire que la copie servile est stigmatisée dans le milieu, c'est-à-dire que quelqu'un qui va refaire votre plat à l'identique, chez les cuisiniers, c'est mal vu, si vous voulez, c'est quelque chose d'un peu vulgaire. Mais si vous vous inspirez de quelqu'un et que vous essayez d'y apporter votre propre contribution, là, ça devient quelque chose qui est au contraire valorisé. Et le monde de la mode, en fait, hein, fonctionne beaucoup comme ça, hein, par reprise d'éléments, collage. Le rapport entre la copie et la création aussi, il est assez important aujourd'hui. Vous savez, c'est tout ce qu'on appelle les remixes ou les mash-ups, c'est-à-dire le fait de prendre des œuvres, de les combiner autrement, de les réinterpréter, de les réadapter. Ça, juridiquement, c'est très sensible. Hein, c'est-à-dire, on voit ça beaucoup, par exemple, sur YouTube. Le fait de faire un remix d'une œuvre, par exemple, de mettre un clip, avec les images d'un clip avec les paroles d'une autre chanson, du point de vue du droit d'auteur, ça peut coincer. C'est beaucoup plus facile à faire aux États-Unis qu'en France, parce que notre droit est beaucoup plus restrictif là-dessus. Je vous donne juste un exemple. Hein. Normalement, en France, on a un droit à la parodie qui nous permettrait peut-être de faire ce genre de choses. C'est une exception au droit d'auteur, mais elle est compliquée en application. Je vous donne juste deux exemples. Ça, c'est une parodie de Tintin qui est faite par un dessinateur qui s'appelle Bob Garcia, qui fait les aventures de Tintin et son ami Lou. Et donc, c'est des parodies assez comiques des aventures de Tintin. Mais vous voyez, en termes de dessin, c'est très fidèle à l'œuvre originale. Et il a vécu des moments très difficiles avec les ayants droit de la société Moulinsart, hein, qui détient les droits d'Hergé.
Et ça a dû aller jusqu'à la Cour de cassation. Hein, et finalement, la Cour de cassation a jugé que c'était bien une parodie et qu'il avait le droit de faire ceci, même de le commercialiser, hein, parce que la parodie, ça permet aussi de faire un usage commercial. Et à côté, vous avez une autre création, ça s'appelle Katz. C'est un dessinateur, là, cette fois-ci, qui a refait, vous savez, Moss d'Art Spiegelman. Mais lui, son idée, ça a été de dire, il n'était pas d'accord avec le fait que dans Moss, les nazis soient des chats et toutes les victimes soient des souris, parce qu'il trouvait que ça naturalisait, ça avait une forme comme de dire que ça naturalisait l'oppression. Donc lui, il a voulu refaire Moss, mais tous les personnages sont des chats. Et là, en fait, il a été attaqué par l'éditeur, et ça n'a pas été reconnu comme légal, et il a été obligé d'envoyer toute sa production à la benne. Donc il y en a une vidéo en ligne, la vidéo du constat d'huissier, où on voit toute la production qui part à la benne et qui est déchiquetée. Et vous voyez, donc tout ça est assez... la copie pour créer est une chose qui pose un vrai souci. Alors que ça devient aussi quand même un vrai phénomène de société. Vous avez peut-être entendu parler l'année dernière du Gangnam Style, hein, cette vidéo... qui a été la vidéo la plus vue sur Internet et qui a fait l'objet de centaines de remixes et de mash-up, voilà. Et qui parlait, là récemment, on a eu la folie du Harlem Shake où des gens se sont mis à tous parodier cette espèce de danse, voilà. Ça devient une vraie stratégie marketing, hein, d'inciter les gens à faire des mash-up pour attirer l'attention sur des contenus et ensuite après les vendre. Et alors juridiquement, j'ai pas le temps de détailler, mais c'est très très complexe, hein. Tout ça repose essentiellement sur un robot sur YouTube qui s'appelle Content ID et qui est capable de laisser passer certaines infractions en redistribuant des recettes publicitaires. Et donc toutes ces recréations ne sont possibles que parce qu'elles sont surveillées par un robot qui va décider si oui ou non il laisse passer ou pas. Voilà. Et on est aussi dans une espèce de contradiction du système, hein, parce que on est de plus en plus incité à copier et à partager en ligne, notamment sur Facebook, par exemple. Vous savez, il y a des boutons sur tous les contenus qui disent « Partagez-moi sur Facebook, partagez-moi sur Facebook ». Mais il faut voir qu'une plateforme comme Facebook, hein, qui est aussi une grande machine à copier finalement, ce qu'elle fait pour moi, c'est pas du partage, parce que tout ce qu'on envoie sur Facebook, Facebook se l'approprie par le biais d'une licence qui vous fait signer implicitement quand vous allez sur la plateforme. Donc toute photo que vous mettez sur Facebook, tout contenu, vous concédez à Facebook un droit d'utilisation très très large, y compris à des fins commerciales. Et donc du coup, c'est une espèce de détournement de l'acte de partage et de copie qui est assez inquiétant.